Le lendemain matin, les journaux explosent. Les télévisions en parlent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le nom d'Aïssata Sow est partout. Et avec lui, une question: comment une simple cuisinière a-t-elle réussi à faire trembler tout un empire politique? Les images du gala tournent en boucle. La boîte noire. L'enregistrement. Le silence de Karim. Le regard de Nassir, figé, incapable de répondre. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est ce qui se joue derrière les écrans. Dans les bureaux fermés, les couloirs sombres, les lignes téléphoniques cryptées. Les puissants ne pardonnent jamais à ceux qui parlent. Encore moins à celles qui se lèvent. Le premier coup ne tarde pas. Le compte professionnel d'Aïssata est gelé. Sans préavis. Sans explication. Elle ne peut plus payer ses employés. Ni acheter ses ingrédients. Elle appelle la banque. Personne ne lui répond. Le deuxième coup est plus sale. Un site douteux publie un article à son sujet. On l'accuse d'avoir eu une liaison avec Karim, de l'avoir piégé pour le faire tomber. Des photos déformées. Des phrases sorties de leur contexte. Une mise en scène orchestrée avec précision. Elle ne réagit pas, mais elle sent que le filet se resserre. Le troisième coup est le plus douloureux. Fatou, sa plus fidèle collaboratrice, débarque en larmes au centre. Ils sont venus chez moi, cette nuit. Ils ont menacé ma mère. Ils m'ont dit que si je continuais à travailler avec toi, ils la feraient disparaître. Aïssata la prend dans ses bras. Elle la serre fort. Et elle lui dit doucement: ne reste pas, va. Protège ta famille. Je comprendrai, mais elle sait que cette perte-là n'est pas la dernière. Les inspecteurs débarquent ensuite. Inspection sanitaire surprise. 3 hommes, froids, secs, sans regard humain. Ils fouillent. Renversent. Ouvrent. Découpent les sacs. Prennent des photos. Ils disent que le centre n'est pas aux normes. Aïssata reste droite. Elle tend tous les papiers. Tout est en règle. Mais ça ne les empêche pas de dresser un rapport vide, avec des mots flous: activité suspecte. Niveau de risque à surveiller. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que les gens commencent à douter. Certains ne la saluent plus dans la rue. D'autres changent de trottoir quand elle approche. Elle voit les visages se fermer, les épaules se tendre, les regards fuir. Elle devient celle dont on ne parle plus. Celle qu'on admire en silence, mais qu'on ne veut pas défendre à voix haute. Celle qui gêne. Qui fait peur. Un soir, elle rentre chez elle. Elle trouve un mot glissé sous la porte. Une simple feuille. Une phrase écrite à la main. Tu tombes ou tu brûles. Elle lit. Elle ne réagit pas. Elle allume une bougie. Elle brûle la feuille, lentement. Et elle murmure, à la flamme: c'est vous qui allez tomber. Et je serai là pour voir chaque seconde de votre chute. Il est 3 heures du matin. La ville dort. Le centre est désert. Le silence est si épais qu'on pourrait presque entendre le sang battre dans les murs. Un homme s'approche à pas lents, capuche sur la tête. Sac plastique à la main. Il ne regarde pas autour de lui. Il sait exactement ce qu'il fait. Il s'accroupit près de la porte arrière du centre Eliman. Il verse un liquide transparent sur les marches. De l'essence. Il laisse couler le poison jusqu'à la base des murs. Puis il allume une allumette. Il la regarde flamber, sans émotion. Et il la jette. La flamme est petite. Timide. Mais elle grandit vite. Elle avale les marches, puis les murs, puis les rideaux. En quelques secondes, l'intérieur s'illumine d'un rouge violent. L'alarme se déclenche, mais personne ne l'entend. Aïssata, elle, est réveillée par un appel. Un jeune du quartier, essoufflé, paniqué. Viens vite. C'est le feu. Elle court. Elle ne prend rien. Juste son foulard. Juste sa peur. Quand elle arrive, le feu a déjà dévoré la moitié du bâtiment. Les flammes lèchent les fenêtres. La fumée s'élève dans le ciel comme un cri noir. Des voisins tentent de l'arrêter, de la retenir, mais elle hurle. « Laissez-moi. Il y a des souvenirs là-dedans. Il y a des vies là-dedans. » Elle veut entrer. On l'en empêche. Les pompiers arrivent enfin. Mais trop tard. La cuisine est partie. Les cahiers sont partis. Les livres de recettes, les photos, les dessins, les lettres d'Eliman, tout est en cendres. Elle s'assoit sur le trottoir. Elle ne bouge plus. On lui met une couverture.
On lui parle. Mais elle n'écoute pas. Elle regarde les flammes comme on regarde un cercueil qui se referme. Elle ne pleure pas. Elle est allée au-delà des larmes. Quand les pompiers éteignent les dernières braises, elle se lève. Elle entre dans ce qu'il reste. Elle marche entre les murs brûlés. Elle ramasse un morceau de bois calciné, une plaque fondue sur laquelle on devine encore. Centré Liman goût, dignité, transmission. Elle la serre contre elle. Elle ferme les yeux. Et dans ce silence brûlé, elle jure. Pas à haute voix. Pas devant témoin. Mais elle jure dans son cœur, avec la force d'une promesse qu'aucune flamme ne pourra éteindre. Vous avez brûlé mes murs. Mais vous n'avez pas brûlé ce que je suis devenu. Il ne reste rien du centre. Juste des cendres, des tôles tordues, et l'odeur persistante d'un rêve qu'on a voulu effacer. Mais Aïssata ne s'effondre pas. Elle se retire, en silence, dans une petite chambre louée à la hâte, au fond d'une cour poussiéreuse. Un matelas au sol. Un seau pour se laver. Une vieille chaise branlante. Et sur cette chaise, elle s'assoit chaque nuit, avec son vieux carnet à moitié brûlé entre les mains. Elle rouvre chaque page. Elle rature. Elle réécrit. Elle corrige. Et elle recommence. Elle ne reconstruit pas un centre. Elle prépare un plan. Un matin, elle contacte Henri Delacour, l'ancien chef qui l'avait formé. Il décroche avec surprise. Il n'a pas entendu sa voix depuis des mois. Mais quand elle lui dit ce qu'elle veut faire, il ne pose aucune question. Il envoie un dossier. Une lettre de soutien. Des contacts. Des fondations. Des anciens élèves. Tout ce qu'il peut. Elle trouve un local abandonné, plus loin du centre-ville. Un vieux bâtiment à moitié oublié. Mais il est vaste, ventilé, ouvert. Et surtout, il ne sent pas la peur. Elle balaie le sol elle-même. Elle repeint les murs. Elle remplace les fenêtres cassées. Et elle appelle ceux que personne n'a jamais appelés. Des jeunes filles rejetées. Des garçons accusés à tort. Des enfants des marchés. Des anciens détenus. Des mères seules. Elle leur tend un tablier. Elle leur apprend à couper un oignon. Elle leur explique le goût. La patience. Le feu. Et petit à petit, jour après jour, le lieu se remplit. De voix, de sourires, de rires discrets, de silence confiant. Un nom émerge. Centré Liman, deuxième souffle. Cette fois, il n'est pas financé par des sponsors. Il est soutenu par la rue, par les gens, par ceux qu'on n'invite jamais aux conférences, mais qui savent ce que coûte une journée sans respect. Un journaliste lui propose une grande interview. Elle refuse. Je ne veux pas raconter ma souffrance. Je veux raconter leur avenir. Le centre prend forme. Un tableau est accroché à l'entrée, sur lequel on peut lire, écrit à la main. Tu es né sans couteau, mais on t'a donné une langue. Sers-toi des deux avec honneur. Et chaque soir, quand le soleil se couche, Aïssata regarde ses élèves cuisiner. Elle ne sourit pas toujours. Mais dans ses yeux, on lit une fierté qui ne demande pas l'autorisation. Elle n'a pas reconstruit un centre. Elle a bâti une armée. Une armée qui ne porte ni armes, ni uniforme, mais qui avance, tous les jours, avec un couteau dans une main, et une recette dans l'autre. Son nom est sur toutes les lèvres. Les médias l'appellent la cuisinière de la résistance, la fille du feu, la chef des invisibles. Mais Aïssata ne cherche pas la lumière. Elle la subit. Les caméras la suivent jusqu'au marché. Les journalistes campent devant son nouveau centre. Des centaines de messages arrivent chaque jour. Des femmes racontent leur combat. Des jeunes lui demandent conseil. Des lycéens veulent devenir comme elle. Et puis, un matin, elle reçoit une lettre. Un carton rigide, blanc, frappé du sceau officiel du palais présidentiel. On l'invite à une cérémonie. Pour service rendu à la jeunesse, à la nation et à l'espoir. Elle plie l'invitation, la glisse dans son sac et n'en parle à personne. Mais elle y va, vêtue d'un boubou noir sans fioriture. Le même foulard que toujours. Pas de bijoux. Pas de maquillage. Elle entre dans la grande salle marbrée, éclairée par des lustres immenses, pleine de gens puissants. Des ministres. Des diplomates. Des entrepreneurs. Tous en costume. Tous parfumés. Tous méfiants. Elle marche droit. Sans trembler. Elle reçoit sa médaille. Elle remercie. Mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas une reconnaissance, c'est une tentative d'enfermement. Et elle avait raison. Quelques jours plus tard, un conseiller du président vient la rencontrer. Il est souriant. Poli. Séduisant. Il ne l'attaque pas. Il ne la menace pas. Il lui tend une tasse de thé, une chaise confortable, un ton bienveillant.
Et puis il commence. Vous avez de l'influence. Trop d'influence. Et dans ce pays, l'influence sans encadrement devient vite un problème. Nous aimerions vous proposer un poste. Responsable de l'alimentation solidaire dans un grand programme présidentiel. Très bien payé. Très bien médiatisé. Très discret. Aïssata le regarde. Elle comprend chaque mot qu'il ne dit pas. Et elle répond calmement. Je suis née sans fauteuil, sans carte de visite, sans agenda. Ce que j'ai construit, je l'ai construit avec des larmes. Je ne veux pas de vos titres. Je veux qu'on me laisse bâtir en paix. Le conseiller ne sourit plus. Il hoche la tête. Il se lève. Et avant de sortir, il murmure. Faites attention, Madame Sow. Trop de lumière finit toujours par brûler la peau. Les puissants ne frappent jamais deux fois de la même manière. Cette fois, ce n'est pas le feu, c'est la rumeur. Une photo commence à circuler. Détournée. Mal éclairée. On y voit Aïssata en arrière-plan, flou, derrière un homme inconnu, lors d'un événement privé. Le titre de l'article dit tout. La chef du peuple impliquée dans des affaires obscures. Les commentaires explosent. Certains la défendent, d'autres doutent, et beaucoup se taisent. Mais Aïssata ne bouge pas, elle ne répond pas. Elle ne poste rien. Elle continue de cuisiner. De transmettre. De former. Alors il monte d'un cran. Un de ses anciens apprentis est convoqué. On lui propose de l'argent pour dire qu'il a été manipulé. Qu'il a été forcé de rester. Qu'elle a profité de lui. Il vient lui dire en personne. Il tremble. Il pleure. Mais il dit la vérité. Je n'ai rien accepté. Mais ils viendront encore. Et elle lui répond simplement. Ce n'est pas toi qu'ils visent. C'est ce que tu pourrais devenir. Les inspecteurs sanitaires débarquent quelques jours plus tard. Uniforme propre. Visage froid. Dossiers épais. Ils fouillent le nouveau centre de fond en comble. Ils ouvrent les tiroirs. Soulèvent les couvercles. Prennent des photos. Touchent sans demander. Ils écrivent sur leur rapport. Espace à surveiller. Activité inhabituelle. Hygiène à contrôler. Et puis ils repartent. Sans un mot. Ensuite, ce sont les appels qui cessent. Les fournisseurs coupent les livraisons. Les journalistes n'invitent plus. Les prix sont soudainement annulés. Les interviews déprogrammées. Et les gens changent de trottoir. Ils ne l'insultent pas. Ils ne la regardent plus. Ils l'évitent. Ils l'effacent. Elle devient ce qu'elle a été toute sa vie, un danger silencieux. Mais cette fois, elle est prête. Elle rassemble ses élèves. Elle leur parle, sans colère, sans larmes. Si vous avez peur, je comprends. Si vous voulez partir, je ne retiendrai personne. Mais moi, je ne bougerai pas. Je suis déjà allée trop loin pour reculer. Personne ne part. Mais la tension est là. Un soir, elle rentre chez elle. Elle ouvre la porte. Et elle trouve une enveloppe. Aucune signature. Aucune adresse. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à la main. Tu tombes ou tu brûles. Elle allume une bougie. Elle regarde la flamme, calmement. Puis elle approche l'enveloppe. Et elle la brûle, lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle regarde les cendres voler. Et elle murmure. Vous avez déjà brûlé tout ce que j'avais. Alors maintenant, il ne vous reste plus rien à m'enlever. Une salle de conférence. Simple. Blanche. Sans décor. Une table, un micro, 3 caméras, et une centaine de journalistes venus de tout le continent. Aïssata entre. Elle est seule. Un foulard sobre noué autour de la tête. Aucune boucle d'oreille. Aucun maquillage. Mais elle brille. Parce qu'elle n'a plus rien à prouver. Et tout à offrir. Elle s'assoit. Elle ajuste le micro. Et elle commence. On m'a sali. On m'a traité de voleuse. De menteuse. De manipulatrice. On m'a dit que je n'étais rien. Et j'ai cru que c'était vrai. Elle marque une pause. Regarde la foule. Puis poursuit. Jusqu'au jour où j'ai compris que je pouvais être rien, mais que rien, entre de bonnes mains, peut devenir tout. Elle pose une boîte noire sur la table. Ceci est une copie de tout ce qu'ils ont essayé de me faire. Enregistrement. Documents. Témoignages. Menaces. Je ne suis pas venue dénoncer. Je suis venue montrer. Elle ouvre la boîte. En sort des feuilles. Des clés USB. Un petit dictaphone. Elle les aligne, lentement, devant elle.
Je suis venu montrer ce que le pouvoir fait quand une femme, noire, pauvre, sans appui, sans nom, sans parti, décide de ne plus avoir peur. La salle est muette. On entend à peine les stylos des journalistes. On entend juste le battement du cœur de la vérité. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste le résultat de votre mépris. De votre silence. De vos humiliations. Elle regarde la caméra en face d'elle. Et si je suis devenue forte, ce n'est pas pour moi. C'est pour celles qui viendront après. Pour celles qu'on ne verra jamais à la télévision. Mais qui nourrissent ce pays depuis toujours. Au même moment, dehors, la foule s'est rassemblée devant l'entrée. Des femmes. Des enfants. Des ouvriers. Des élèves. Des mères. Des invisibles devenus visibles. Elle se lève. Elle dit, d'une voix calme, « Vous avez brûlé ma maison. Vous avez volé mon nom. Vous avez essayé d'effacer ma mémoire. Mais moi, je vous ai nourri. Et maintenant, c'est vous qui êtes affamés. » Elle quitte la salle sans rien ajouter. Elle ne serre pas de main. Elle ne donne pas d'interview. Elle descend les marches. Et la foule s'ouvre devant elle. Elle marche à travers les gens comme on marche dans une rivière. Sans bruit, mais avec un courant qu'on ne peut pas arrêter. Épilogue. Des mois plus tard, dans une ruelle de Dakar, un jeune garçon entre dans un petit centre culinaire. Sur le mur, une plaque en bois, gravée simplement. Ils ont voulu me faire taire. J'ai nourri le monde. Il entre. Il ne sait pas encore cuisiner. Mais il sait déjà se tenir droit. Parce qu'une femme, un jour, lui a montré que le feu ne détruit pas toujours. Parfois, il purifie.